si j'étais mort à 20 ans, eh bien mon regret aurait été de mourir sans avoir été un homme politique ayant joué un rôle important dans mon époque. Et si je mourais aujourd'hui, mon regret serait et sera de n'avoir pas été Ingmar Bergman, c'est-à-dire de n'avoir pas fait les films de Bergman et puis n'avoir pas eu cette vie de Bergman au milieu de cette communauté qui n'a de comparable dans l'histoire en France que celle qui vivait autour de Molière. Au fond, Bergman a vécu avec les sœurs Béjart, et d'avoir pu vivre avec Bibi Harriet Anderson, d'avoir pu vivre avec Eva Dalbeck, d'avoir pu vivre avec tous les personnages qui appartiennent à la famille de Bergman, ça m'aurait rendu profondément heureux. Gérard, mettez-le au départ et encore un tout petit peu plus avant. Envoyez-nous un playback, s'il vous plaît. Annonce. Mogador, 9054, comptez-moi première. Oui. Je pensais que... Arrête. Non, pas du tout. Mais je vois que vous avez du mal à supporter. Georges Kiechman, avocat à la Cour d'appel de Paris. Pour le jeune cinéaste français, c'est une silhouette familière. Pour lui, le cinéma, c'est d'abord une source de bonheur. Mais c'est aussi un moyen et une occasion de combat. Le chemin est difficile, oui. Plus qu'il ne paraissait. Oui, messieurs les impérialistes, c'est difficile de construire le socialisme. Mais ce n'est pas un hasard si la voix qui double Fidel Castro est celle de cet avocat passionné. D'une société déjà très développée technologiquement. Or, dans le monde d'aujourd'hui, face aux puissances impérialistes industrialisées, des pays comme le nôtre n'ont pas d'autre solution. Pas d'autre chemin pour remonter leur retard culturel et technique que le socialisme. Vous savez, être avocat, c'est d'abord être un défenseur. Alors, autrefois, on se préoccupait de défendre les veuves et les orphelins avant tout. Aujourd'hui, on comprend que la défense ne doit pas seulement concerner des individus, mais qu'elle doit souvent concerner des idées. Alors, je ne suis pas spécialement un avocat de cinéma, je suis un avocat attaché à la défense des libertés individuelles et en premier lieu à la défense de la liberté d'expression. Alors, il y a une chose qui me frappe, c'est qu'il y a un principe en France. C'est celui qui assure la liberté complète d'expression, et là-dessus, je voudrais me référer à un texte de la Déclaration des droits de l'homme que j'ai choisi pour le citer et qui dit ceci. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. Bien sûr, en 1790, on ne pensait pas au cinéma, mais le principe est là formel. On s'exprime d'abord librement, et si on a abusé, on vous punit. Or, le cinéma, qui me paraît être le moyen d'expression le plus fort, le plus convaincant de l'époque moderne, est précisément le seul moyen d'expression qui soit soumis à une censure officielle, à une censure légale, à la nécessité d'une autorisation préalable. Alors, il y a là quelque chose de complètement anormal, et au fond, j'en suis venu à la défense du cinéma par cette défense des libertés individuelles en général. 1968. Henri Langlois risque de se voir dépossédé de la cinémathèque qu'il a créée
au profit d'un fonctionnaire d'État. Truffaut, Godard, bien d'autres descendent dans la rue. Georges Kirchmann, qui a déjà défendu Jacques Rivette dans l'affaire de la religieuse, s'associe au mouvement de solidarité qui regroupe les plus grands cinéastes du monde et confirme de ce fait sa qualité de défenseur officiel du cinéma. C'est pas par hasard, malgré tout, qu'on est à la fois avocat et défenseur du cinéma. Moi, je suis très sensible à la communication des idées, au cinéma d'idées. Seulement, autrefois, même le cinéma d'idées passait par l'émotion. Comme tout le monde, j'ai été violemment ému en voyant, par exemple, Cuirassé Potemkin. Bon, qui n'a pas eu les larmes aux yeux quand, pour la première fois, il y a le fameux carton Camarade qui termine le film. Tout le monde est passé par là. Et puis, effectivement, je me suis rendu compte que quand on voyait un film qui provoquait chez vous une émotion, parfois on s'arrêtait à cette émotion, et ça évitait d'agir. Et j'ai commencé à être sensible aux critiques des gens comme Jean-Luc Godard, que je rencontrais par ailleurs dans des combats communs pour le cinéma, qui disaient, mais au fond, par rapport à l'histoire qui se raconte, si on veut que la conclusion de cette histoire soit vraiment parlante pour les gens qui la voient, il faut une certaine distance, la fameuse distance brechtienne. Il faut à la fois voir le film qui passe et ne pas être fasciné par lui au point de ne plus en tirer les enseignements, en tout cas dans la rue, dans la vie quotidienne. Alors, du Cuirassé Potemkin, eh bien, il est vrai que j'ai suivi une longue évolution et qu'aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est un cinéma politique qui n'émeut pas seulement, mais qui conduit à agir. John is my darling, my darling, my darling. John is my darling, the Union volunteer. It was a sunny morning, the brightest of the year, when Johnny came to my town, a Union volunteer. Alors ce film, c'est un merveilleux défi à la répression, d'où qu'elle vienne, qu'elle soit d'hier ou d'aujourd'hui, dès lors que cette répression s'exerce contre le monde des travailleurs. Psaume rouge, le titre l'indique, c'est d'abord une œuvre lyrique, une œuvre chantée, une œuvre dansée aussi, une espèce d'immense opéra qui s'adresse au cœur autant qu'à l'esprit, et d'où ce qu'on appelait autrefois le réalisme socialiste est complètement exclu. Bien sûr, il y a une histoire, mais cette histoire, encore une fois, elle est symbolique. My darling, my darling, my darling. John is my darling, the Union volunteer. C'est le combat d'un petit groupe de paysans hongrois à la fin du 19e siècle contre le propriétaire terrien qui, d'une certaine manière, les affame en ne leur restituant qu'une faible partie des produits de la terre qui sont obtenus grâce à leur travail. Alors ils font une des premières grèves de paysans dans les dépendances du château, et de cette grève, tout le monde va tenter de les décourager. Alors on voit d'abord le combat de ces paysans contre l'armée, contre l'Église, contre les grands propriétaires terriens. Et puis on voit également les combats d'idées qui se déroulent à l'intérieur même de leur classe de travailleurs, en particulier le combat entre les partisans de la non-violence, ceux qui pensent que le socialisme ne peut pas être violent, et ceux qui pensent que seule la violence permet de conquérir la liberté, et au-delà de la liberté, tout ce qui fait une véritable vie, une vie non aliénée. Ránk tört a vész, fergeteg vad haragja, rajtunk a pokol minden gonosz átkamár. Végső csatánknak most kél fel a napja, ki tudja, mit hoz a sors, milyen holnap vár. Mi mégis büszke szívvel nézünk előre, hordjuk a munkások vörös zászlaját.
Hol sok az úr, ott szabadság nincsen. Hol sok a gazdag, még több a szegény. Hol sok a pompa, dologtalan az ember. Hol sok a múlt, szegény ott a jelen. Hol sok a tudatlan, ott legtöbb a zsarnok. Hol sok a farizeus, ott a legritkább az ember szeretet. Ce combat incessant entre les travailleurs, ceux qui les répriment, et puis tout d'un coup la victoire qu'ils obtiennent sur la répression avant de succomber à nouveau devant elle pour en triompher à nouveau, tout ça est exprimé par cette volonté de tout filmer à l'intérieur d'un même plan et de différents points de vue, la caméra ne s'arrêtant jamais. Je pense à cette séquence qui paraîtra, ou qui a paru déjà à certains critiques comme M. Chauvet, purement une concession érotique. Je pense à cette séquence où on voit ces jeunes femmes dégrafer leur corsage et franchir les haies de soldats qui se défont devant cette simple action nue et vraie. Eh bien, on l'indique, c'est le rappel que l'hypocrisie, elle aussi, doit être détruite par la Révolution. C'est le rappel que notre vie ne vaut d'être vécue que si elle est complète. Il n'y a pas seulement la nécessité de conquérir le pouvoir au niveau des institutions, il y a la nécessité de conquérir ce pouvoir immense qu'est celui d'une vie libre, ouverte à tout, y compris au plaisir. Pour moi, c'est un film merveilleux parce qu'il fait la synthèse du cinéma d'idées et du cinéma du bonheur. Et puis, vous savez, je dis que le cinéma du bonheur, c'est souvent le cinéma nostalgique de la quête du bonheur passé. Eh bien là, je suis démenti parce que ce qui est beau dans ce film, c'est que tout est espérance. Les échecs sont toujours provisoires. On va vers un lendemain que chacun peut croire radieux et je pense que ça nous manque ce sens de l'espérance aujourd'hui dans une vie menée politiquement. C'est peut-être la différence des films de bonheur occidentaux avec les films de bonheur, disons, des pays socialistes. C'est que dans le premier cas, le bonheur est passé, dans le second, il est à venir. Il n'est pas seulement à venir, hein, sinon on retomberait dans les duperies d'une certaine église. Souffrez aujourd'hui, la rédemption est pour demain. C'est que le combat lui-même, c'est ça qui me paraît beau et justifié dans le lyrisme, le combat lui-même est représenté par des chants et des danses, parce qu'il ne faut pas que ce soit triste, un combat. Quand on doit s'exposer à perdre la vie, quand on est poussé par la volonté de sortir d'une condition misérable, l'énergie réclamée est telle qu'il est bon qu'elle s'accompagne d'un rire libérateur. Vous savez, en mai 68, ce qui me frappait, c'est que tout d'un coup, les idéologies un peu tristes étaient bousculées et que quelqu'un comme Cohn-Bendit avait légitimement conquis son immense popularité sur la vue d'une simple photographie, lui-même riant devant les CRS mousquetons à l'épaule. Bien sûr, je ne suis pas dupe de mon combat pour le cinéma d'idées. Mon combat pour le cinéma d'idées, il part d'une volonté, enfin, il n'y a pas de doute. C'est quelque chose de volontariste. Et puis les idées, c'est pas un but en soi, les idées, c'est un moyen. Et les idées, la lutte pour certaines idées, c'est un moyen d'atteindre quoi? Pas d'atteindre le bonheur, c'est une banalité évidente. Et pour moi, qui ai cette chance de pouvoir justement déchiffrer certains films assez facilement, il y a des films qui me donnent dès maintenant un bonheur absolu, ça c'est évident. Mais je me préoccupe des autres, mais si vous voulez vraiment parler de moi, il est évident que le cinéma qui me touche, c'est précisément ça, le cinéma du bonheur, un certain cinéma romanesque, romantique, souvent trop psychologique, individualiste,
ce qu'on appelait un cinéma d'auteur. Et puis le jeu du cinéma, c'est-à-dire tout ce qui conduit à la confection d'un film m'intéresse passionnément. Moi, je voudrais que tout le monde puisse traîner sur un plateau de tournage. Faire une silhouette ou prêter une voix off, c'est quelque chose de très amusant, de très enrichissant, que tout d'un coup le film vous apparaît autrement. D'atmosphère que le cinéma donne seul, je reconnais que c'est un privilège de pouvoir la respirer. Moi, les comédiennes me fascinent sur l'écran, mais également par les milliers de gestes qui les ont conduits, avant d'être sur l'écran, à y être. Bon, il y a un sexe privilégié à mes yeux, même si ça devait me valoir des ennuis de la part de celles. C'est à l'origine de votre vocation, ça, déjà, cette... Cet apitoiement sur les victimes féminines? Oui. Si on était en train de faire un livre, là, et qu'il fallait illustrer la couverture par une photo de comédienne, qu'est-ce que vous mettriez sur la couverture? Alors, je mettrais une photographie écran, oui. Je pense que je mettrais probablement parce que elle serait le substitut de quelqu'un d'autre. Je mettrais probablement une photographie de Delphine Seyrig dans Marianne Bad. Dans Marianne Bad, oui. Bon, écoutez, il est peut-être temps d'aller voir le Fellini si on ne veut pas le manquer. On leur dit qu'on y va maintenant? Oui. Ils le savent on ou casse. pas? On éteint tout. Vous les prévenez? Ouais. On arrête. Le cinéma m'a toujours fasciné. Non seulement les films, mais la manière de faire les films, puis pourquoi ne pas le dire, les gens qui font les films. Je considère que le milieu sociologique du cinéma est un milieu qui ne ressemble à aucun autre, et il est vrai qu'il m'amuse, il me fascine, il m'intéresse, il me provoque particulièrement. Modello numero 2, Tourterelle Immaculée, cornetta inamidata con ali ventilanti, utili per ambienti difettosi di areazione. Modello numero 3, Petite sœur de la tentation du purgatoire. Passiamo ai modelli sportivi. Au paradis, toujours plus vite. Pour moi, Fellini, c'est un de ces maîtres de la recherche du bonheur. Et là encore, il se livre à la même recherche que dans 8 et demi. Mais j'ai ce sentiment que la recherche aboutit sur finalement peu de choses et que l'homme, lui, s'est appauvri si le créateur n'a cessé de s'enrichir. En effet, on retrouve bien toutes les obsessions de Fellini. On retrouve la recherche de l'enfance avec ce petit garçon du début du film et le goût très fort qu'elle a déjà de la sensualité qui est rappelée. Il y a les émotions de l'adolescence et on voit un jeune Fellini beau comme il se voit et comme il a dû être d'ailleurs avant l'empattement.
qui est là et qui, lui aussi, se livre à sa quête, qui toujours débouche d'ailleurs sur la volupté. On a l'impression que la volupté, finalement, est le seul but de cette quête, accompagnée qu'elle est du blasphème à l'égard des valeurs religieuses. Alors, on voit donc ce qu'on a le droit d'attribuer au Fellini d'aujourd'hui dans la recherche de ce qui lui est cher. Eh bien, on a l'impression que vraiment, il ne cesse d'aller d'un cardinal pour se moquer de lui à une prostituée pour s'en moquer, mais d'une manière gênée, comme si elle le fascinait encore lui-même. Et c'est là que je dis que sa vision s'appauvrit. Coupole. Quatrième. La Marcello ce l'ha con te quella. E dove è allora la militusa? Ladra! E fate passare lo sapevo questo. Ma pare un carabiniere, non mi mettere la mano. Signorini, si ritira, vada in camera sua. Signori, sgombrate, per favore. Fuori tutti. Le signorine vanno a mangiare. Dans 8,5, on voyait ce harem astueux, ce harem qui représentait au fond tout l'éventail du bonheur. L'épouse, la sœur, la maîtresse, il y avait là à la fois le plaisir le plus charnel et en même temps les émotions les plus complexes, les plus délicates, les haines sentimentales, tout ce qui accompagne la vie d'un créateur ou d'un homme ordinaire. Bon, là, non, reconnaissez-le, on vit, lorsqu'on s'intéresse à l'univers féminin, dans un monde qui n'est qu'un monde de prostituées. Il n'y a dans ce film que des matrones ou des prostituées. Nous ne voyons jamais une femme qui puisse nous toucher, nous émouvoir, nous plaire. Et puis, ce qu'il retient de la population de Rome, c'est effectivement ce qu'elle peut avoir de plus pittoresque dans le domaine des mœurs, le monde des invertis, le monde des bourgeois les plus répugnants, le monde des hippies inoffensifs est présenté somme toute de manière sympathique, mais on ne voit pas vraiment vivre ce qui est la véritable population romaine. La scène du théâtre. Mais là encore, les mêmes obsessions. Dans le music-hall populaire, qu'est-ce qui réussit à plaire au public qui est là, qui siffle, qui rôde, qui s'endort, qui braille? Eh bien, ce sont des chairs étalées, des chairs dégoulinantes de femmes. Et qu'est-ce qui est le thème du défilé de mode dans ce palais princier? Eh bien, c'est la religion considérée comme méritant des blasphèmes, mais aussi comme se voyant accorder beaucoup trop d'importance. Bon, alors, il reste ce que j'ai dit, c'est que la leçon de cinéma est extraordinaire et que, évidemment, pour des gens qui ne savent pas ce que la forme, ce que le mouvement, ce que la couleur peut apporter de plaisir purement plastique, eh bien, il faut aller s'en rendre compte en voyant ce film. Ce sont les amoureux de Fellini qui se diront, tiens, il a pris 10 ans et c'est dommage, ne le laissons pas pour autant. Les feux de la Chandeleur. Oh non.
Paulina? Pouf. Ah, Frenzy. Ah oui, pourquoi pas. A film by Elia Kazan. The Visitors. The terror is uninvited. The Visitors. Non, ce que je te propose, c'est qu'en attendant André, comme j'étais avec toi au cinéma, c'est qu'on parle déjà un petit peu du Kazan, quoi. Plutôt oui, moi je veux bien parler du Kazan dès maintenant. Cela dit, je peux le faire qu'avec une certaine colère. Attends. Apparemment... C'est bien ça. Non, parce que quand on est sorti de ce film, j'étais vraiment rugissant, la bave aux lèvres. Et là, je me rends compte qu'avec le recul, le sang-froid que donne une heure, j'essaye de restituer cette indignation que je continue à éprouver, mais je le fais avec moins de force et moins clairement, tout compte fait. J'aurais voulu traduire deux sentiments. Il faut aller voir ce film et puis il faut fusiller Kazan en le sortant. Alors, Dieu merci pour Kazan, en tout cas. Quel film? Vous racontez le film là-dedans? Oui, je le raconte à un moment donné. Oui, voyons. C'est une tentative objective de nous intéresser aux problèmes posés par la guerre du Vietnam dans la conscience des Américains et en particulier des jeunes Américains. Alors pour ça, on a choisi un récit qui va être de plus en plus oppressant, mais qui est censé être impartial, c'est-à-dire faire ressortir dans chaque caractère, aussi bien le caractère des personnages qui ont joué un rôle violent, voire tortionnaire au Vietnam, que ceux qui les ont dénoncés, qui est censé faire ressortir les bons et les mauvais côtés des dix caractères. En fait, l'histoire doit d'abord être esquissée sans la déflorer complètement. Dès les premières images, je le disais, on est pris. Grand paysage de neige, au milieu une maison solitaire, trop solitaire pour qu'on ne sente pas qu'il va s'y passer des choses sans que le monde extérieur puisse intervenir dans cette histoire. Derrière la fenêtre, un jeune couple. Une jeune femme en robe de chambre et celui que nous prenons pour son jeune mari, qui a un bras passé autour d'elle et qui va avoir, geste qui pour moi a une importance décisive, qui est une des clés de ce qui va suivre, qui va avoir un geste plus que tendre, qui va glisser sa main dans son échancrure et va voir en quelque sorte sa jeune épouse le repousser légèrement avec un peu de fatigue. Dans ces premières images du film, on peut interpréter ce désaccord entre eux comme lié à quelque chose d'extérieur. Mais la suite va révéler que le désaccord entre eux est profond, qu'il est physique, qu'il est sexuel, et déjà est posé là le premier jalon d'une malhonnêteté. Un homme qui, au fond, n'est pas aimé par sa jeune épouse. Mais, encore une fois, on ne se rend pas bien compte de ça. Tout ça est esquissé. Ce sont des militaires qui... Oui, non, je pense à ce que vous dites. La première malhonnêteté, c'est d'avoir fait un couple qui n'était pas, disons, heureux. Et ça vient de quoi? Parce que ça permet... On ne le sait pas. On a l'apitoiement déjà... Non, pas du tout. On est déjà du côté du mari. Non, pas du tout. On ne comprend pas la signification de ce malentendu entre eux. On pense que c'est dû à une fatigue normale. On n'y attache pas une grande importance. Seulement par la suite, et c'est ce que j'explique plus loin, la jeune femme, contre toutes ses idées et contre tous ses sentiments moraux naturels, va être fascinée, séduite physiquement par le jeune sergent tortionnaire qui rendra visite. That's a boy. You got friends visiting you. Yes, you do.